Représentant de l'ONG Respublica à Ouagadougou, oui. Depuis plusieurs années. Oui, depuis que je suis rentré de France en fin 2004, je suis à la direction de cette ONG au niveau national. On classe le Burkina Faso, aujourd'hui, au 3e rang des pays les plus pauvres du monde. Ce classement est à relativiser parce que quand on prend en compte les indicateurs qui interviennent dans ce classement, on se rend compte qu'on a 2 secteurs d'activité essentiels qui font que le Burkina se trouve au bas du tableau. C'est notamment le secteur de l'éducation qui est essentiel et le secteur de l'accès à l'eau potable. Si je m'en tiens au discours officiel du Premier ministre, à mon avis, ce classement ne va pas connaître une amélioration notoire. Dans son ensemble, il y a pratiquement beaucoup de besoins pour très peu de ressources. Et comme on ne peut pas satisfaire tous les besoins, il faut bien sûr trouver une priorité. Et donc, fort de ça, le gouvernement burkinabé a élaboré un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. La première priorité aujourd'hui, c'est l'éducation. Le second, c'est la santé. Et le troisième, c'est l'accès à l'eau potable. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui au Burkina Faso, on ne meurt plus de faim? On ne meurt pas de faim. Mais il reste bien entendu que se nourrir quand même en milieu rural devient toujours difficile. Autant qu'on est dans un pays où même si les gens travaillent, on reste soumis aux aléas climatiques, notamment la pluie. On a 2 saisons, une saison de pluie et une saison sèche. Malheureusement, la saison de pluie, elle est courte. Et quand à une saison bien précise, les pluies ne sont pas abondantes, ça joue sur le rendement agricole. Tu peux nous parler des atouts de la capitale? Ouaga est reconnu quand même par rapport aux pays de la sous-région, comme une capitale, un carrefour de rencontres. Mais à mon avis, le premier atout de Ouaga, c'est la chaleur de son peuple. Et ça, je pense que c'est une tradition légendaire auquel les gens sont très attachés. Ensuite, Ouaga est, par rapport aux autres pays de la sous-région, est connue comme une capitale qui est moins chère. En tant que spécialiste du foncier, c'est vrai quand je constate et quand je compare par rapport à d'autres villes comme la France, des villes françaises, où les gens construisent en hauteur. Ici à Ouagadougou, nous avons des constructions à niveau simple et sur l'horizontale. Donc le développement, l'étalement urbain, c'est un problème. Et je pense qu'aujourd'hui, les autorités en charge de l'aménagement et des villes ont compris qu'il faut arrêter cette progression. Ce Ouaga 2000 dont tout le monde parle. Pourquoi Ouaga 2000? Parce que c'est un projet qui avait été conçu par les autorités burkinabées afin de donner à une zone précise une certaine modernité. C'est un quartier résidentiel de Ouagadougou. Il bénéficie de plus d'équipements et les terrains aménagés coûtaient relativement cher, ce qui a permis à des gens d'un certain niveau de pouvoir les acquérir. Donc à Ouaga 2000, vous ne trouvez pas des gens d'un certain revenu. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler justement du Burkina, pris dans un contexte géographique beaucoup plus large qu'est l'Afrique de l'Ouest? Les États africains, après les indépendances, après la colonisation et les indépendances, ont tenté des regroupements économiques pour rendre des sous-ensembles de pays viables et puis avoir des échanges du commerce. Donc la sous-région ouest africaine, ça désigne essentiellement l'ensemble des États qui sont autour du Burkina et constitués par les États principalement francophones qui utilisent la langue française et puis quelques États comme le Ghana qui parlent l'anglais. Alors pour revenir à la sous-région ouest africaine, je dirais la position du Burkina n'est pas très enviable.
parce qu'on est un des pays enclavés de la sous-région. Oui. On n'a pas d'accès à la mer. Mais, comme on le dit, quand tu es dans une situation défavorable, il faut créer les conditions pour transformer cette situation à ton profit. Et à mon avis, je pense qu'il y en a aussi qui pensent comme moi, la position centrale du Burkina par rapport à la sous-région est telle qu'on devrait pouvoir l'exploiter pour en faire une plaque tournante, soit dans les échanges commerciaux ou dans les échanges interculturels. Le Burkina est le carrefour de grandes rencontres internationales. Et le FESPACO, il faut le voir dans ce sens, où l'idée du FESPACO, c'était de regrouper les cinéastes africains pour pouvoir faire d'abord une fête, puisque l'idée de départ c'était une fête, mais aussi promouvoir le cinéma africain. Donc le FESPACO regroupe effectivement toujours des cinéastes de différents pays. Et aujourd'hui, je pense que le FESPACO a une dimension internationale et va au-delà de l'Afrique, puisque les films primés passent, je crois, dans les salles de cinéma en Europe. FESPACO, ça signifie quelque chose? Oui, FESPACO, c'est des initiales. C'est Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Le CIAO aussi va dans la même logique que le FESPACO, à savoir que l'artisanat africain, burkinabé d'abord puis africain, n'était pas suffisamment soutenu, n'était pas suffisamment organisé, et donc on ne pouvait pas lui tirer suffisamment de la valeur ajoutée. Et donc les ministères en charge de l'artisanat ont estimé que l'artisanat burkinabé d'abord puis africain pouvait rayonner au niveau de la sous-région et même au-delà de l'Afrique. Et c'est pourquoi les autorités politiques burkinabées ont initié le CIAO, qui veut dire Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, qui est une occasion où les artisans burkinabés viennent exposer leurs produits. Et aujourd'hui, le CIAO est ouvert aux autres pays africains et même au-delà, puisque à chaque étape, chaque biennale de CIAO, on a des pays nouveaux qui viennent. Est-ce que tu peux nous parler de la place de la femme aujourd'hui dans la vie quotidienne? La situation de la femme au Burkina ou en Afrique, on peut y consacrer plusieurs heures, toute une journée de discussion. Et cela témoigne effectivement de la place qu'occupe la femme effectivement dans notre société. C'est vrai, quand vous prenez la population burkinabé, on a plus de femmes en nombre que d'hommes. Je crois que le rapport est de 52% de femmes et 48%, oui. Donc numériquement déjà elles sont plus nombreuses, mais du point de vue place dans la société, la femme occupe une place de choix. Les idées peuvent diverger sur ce qu'on entend par place de choix, mais ce qui est constant, c'est que quand on prend au niveau de la vie familiale, la femme, c'est elle qui assure l'essentiel de la famille en termes d'éducation des enfants, d'organisation de la vie, parce que les hommes sont toujours dehors en train de courir, soit pour raison de boulot, soit pour toute autre raison. On est une société où, en matière d'emploi, ce sont plus les hommes qui travaillent que les femmes, en termes de travail salarié. Donc en ville, vous avez ce paradoxe où vous avez les femmes qui travaillent certes, mais les hommes beaucoup plus. En milieu rural, je pense que c'est là où la femme travaille le plus. Et pour comprendre, il faut prendre l'horaire de travail de la journée. Le matin, de bonne heure, la femme, tout comme l'homme, ils se rendent tous ensemble au champ. Généralement, l'homme dévance parce qu'il a un vélo, ou il a un âne qui lui conduit, donc lui permet d'aller plus vite. Et la femme, le matin, doit se débrouiller pour préparer de quoi manger à midi au champ. Et très souvent, elle est à pied pour aller au champ. Donc elle arrive, bien sûr, après le chef de famille. Mais elle arrive quand même au champ à une certaine heure matinale. Dans le champ communautaire, donc vous avez papa, enfant, et puis la femme qui exploite le champ communautaire. La femme n'a pas droit à la propriété foncière. Et donc elle a toujours un lopin de terre quand même qu'on lui prête pour une exploitation personnelle. Donc, si vous voulez, c'est l'exploitation qui est personnelle et non la propriété du champ. Donc, elle se retrouve dans ce champ dont elle a l'exploitation. Elle y travaille jusqu'à une certaine heure. À ce moment, son mari, qui a quitté l'exploitation communautaire,
rentre chez lui. Il va vaquer au marché pour s'acheter de l'alcool à boire. Cette femme qui allait faire son exploitation personnelle, quoique les produits vont être utilisés pour les besoins de la même famille, à la fin, elle doit aller chercher du bois pour pouvoir préparer le repas du soir. Donc elle va chercher son fagot de bois, qu'elle porte généralement sur la tête, au meilleur scénario avec une charrette à âne. Elle rentre à la maison autour de 19h, 18h, heure du Burkina, tout épuisé, et elle doit préparer le repas du soir. Donc pour moi, la femme, elle occupe une place de choix dans la société. Elle participe autant, sinon plus, que l'homme à la formation du revenu familial. Maintenant, quand on va dans les couples où c'est des emplois salariés, bien sûr, les données changent. Voilà. Quand tu racontes cette vie quotidienne, tu as pris l'exemple d'agriculteur. Le Français moyen, là, qui nous écoute, il imagine un homme, une femme et des enfants. Mais c'est plus compliqué que ça quand un homme a plusieurs femmes, puisqu'il y a des hommes polygames. La polygamie, c'est la situation effectivement de l'homme qui a plusieurs femmes. Il peut en avoir 2, 3, 4. C'est culturel. Ça, c'est un héritage culturel. La culture ne dit pas que tu as l'obligation d'être polygame, mais elle tolère la polygamie. Donc tu trouves des gens qui ont 1, 2, 3 femmes, souvent volontairement, parce qu'ils choisissent d'eux-mêmes d'être polygames, souvent par le poids de la tradition ou par des conséquences de la tradition. À titre d'exemple, vous avez des situations où lorsque l'époux d'une femme meurt, c'est son frère qui doit prendre la femme. Voilà. Donc quand vous êtes dans cette situation alors que vous êtes déjà marié, vous voyez, pour respecter la tradition, vous vous retrouvez dans une situation de polygamie. La coutume n'oblige personne à être polygame, c'est des choix. Mais de plus en plus, dans les villes quand même, c'est un phénomène qui recule quand même. C'est un signe de richesse pour un homme d'être polygame? Par le passé, je dirais oui, un signe de richesse. Et une main d'œuvre, parce que bon, quand tu as plusieurs femmes, tu as forcément plusieurs enfants, donc tu auras plusieurs bras valides au champ. Oh, vas-y. Merci. Mais merci de m'offrir ce verre d'eau. Je vois que Christine, tu as respecté une tradition qui est africaine, parce que c'est la femme qui apporte l'eau toujours à l'homme à boire. Quand on est à Ouaga, on sort son bidon d'eau d'un frigo ou bien on ouvre un robinet. Mais en milieu rural, c'est l'eau de forage. Le forage qui peut se situer à 4 km, souvent plus. Les normes nationales veulent qu'aujourd'hui, on n'ait pas plus de 5 km. On ne soit pas à plus de 5 km d'un point d'eau. Mais vous avez des villages où les réalités sont tout autres. Et donc la femme, le matin, avant d'aller au champ, elle doit veiller à ce que les jarres de la famille soient pleines. Le fait d'aller chercher de l'eau est une tâche quasiment quotidienne, surtout pour la femme. Si vous croisez de plus en plus des hommes avec des bidons d'eau, c'est parce que, je dirais, de plus en plus, les gens prennent conscience qu'il ne faut pas laisser la femme seule à cette tâche. Il semblerait que le 28 février, il y ait un grand mouvement organisé de manifestations contre la vie chère. Tu peux nous parler de ça, de cette augmentation des prix et de l'inquiétude de la population? Depuis quelques mois, on a constaté une augmentation exceptionnelle des prix. Parce qu'on a des augmentations qui se font jusqu'à 50%, 70%. L'huile, je pense que l'huile a connu une augmentation de 100% pratiquement. Vous prenez des produits, même le pain, qui a connu des hausses successives. Le gasoil, le litre de gasoil, on est à 1 euro, peut-être 20. Alors que le SMIC burkinabé, le SMIC français fait pratiquement 50 fois le SMIC burkinabé. Donc, depuis quelques mois, on a constaté cette augmentation, je dirais un peu anarchique aussi, des prix. Et donc, voilà, les gens ne sont pas contents. Il y a eu 2 manifestations déjà dans 2 villes différentes. Ces 2 manifestations ont suscité aussi l'idée aux gens de Ouaga qui veulent organiser une manifestation similaire pour la date du 28 février. Mais à mon avis, je pense que l'expérience de Bobo et Waïbia
a éclairé les pouvoirs publics qui ont décidé de prendre en main la question de la vie chère. Donc je pense que les ministères compétents ayant en charge les questions des prix sont en train de réfléchir pour voir qu'est-ce qui justifie ces augmentations de prix. Et évidemment, les ministères en charge de la sécurité, à mon avis, ils s'attellent aussi à ce qu'il n'y ait pas de tour qui porte atteinte à l'intégrité physique des personnes. Je te remercie pour toutes ces réponses. Christine, merci aussi de me donner cette occasion de m'adresser à tes élèves. Je leur souhaite surtout du courage dans leur formation et j'espère que parmi tes élèves, on aura des chercheurs qui vont s'intéresser au Burkina et que j'imagine qu'au moment où ils vont s'intéresser à la recherche, je serai d'un âge avancé, je pourrai leur continuer l'histoire du Burkina. Donc à tes élèves, je souhaite plein succès, beaucoup de réussite dans leur activité scolaire. Je dis merci également à toute l'équipe de Respublica en France et à tous les personnes ressources comme toi qui accompagnaient cette association dans ses activités d'aide au développement. Parce que là, tu es venu nous appuyer dans le cadre de la bibliothèque rurale. On est très contents. Je suis très heureux de savoir qu'il y a toujours des gens anonymes qui veulent venir porter secours à ce Burkina. Nous n'avons pas de richesse particulière à offrir à ceux qui viennent nous rendre visite, mais le minimum qu'on puisse faire, c'est de leur réserver un accueil chaleureux. Donc, si tes élèves viennent venir un jour visiter le Burkina, dis-leur que je serai prêt à aller les accueillir dès l'aéroport et que voilà, je vais tout mettre en œuvre pour que leur séjour soit agréable au Burkina. Merci.